Bien, bonjour, je m'appelle Gilles Torgman, je suis hépatogastroentérologue et je suis chargé de vous présenter aujourd'hui une conférence de démonstration qui sera le premier sujet de gastroentérologie. Alors j'ai choisi un sujet clé en gastroentérologie, à savoir la maladie ulcéreuse, et si vous êtes d'accord, nous allons tout de suite voir le dossier. Donc ce dossier numéro 1, l'énoncé, il s'agit d'un homme de 26 ans, donc d'origine algérienne, vivant en France depuis 4 ans, qui ne rapporte aucun antécédent particulier, hormis une appendicectomie dans l'enfance. Il dit ne prendre aucun médicament et ne pas avoir consommé d'alcool de façon chronique. Il rapporte cependant une consommation tabagique importante, puisque malgré son jeune âge, il est déjà à 8 paquets années. Il vous consulte donc de façon urgente pour une douleur épigastrique qui, au terme de votre interrogatoire et de votre examen clinique, va vous faire évoquer et poser un diagnostic syndromique de syndrome ulcéreux typique non compliqué. Je vous propose donc de voir immédiatement les questions rattachées à ce dossier. Première question, quels éléments de votre interrogatoire vous font évoquer un syndrome ulcéreux ? Deuxième question, quelles complications du syndrome ulcéreux ont été éliminées, précisées par quels résultats cliniques? Troisième question, devant un syndrome ulcéreux typique, non compliqué, dans le contexte de ce patient, quel est votre diagnostic étiologique précis? Quatrième question, quels examens complémentaires demandez-vous pour étayer votre hypothèse diagnostique? Cinquième question, votre diagnostic étant retenu, énumérez vos propositions thérapeutiques. Enfin, sixième question, proposez-vous, dans le cadre de votre diagnostic, une surveillance particulière, et si oui, laquelle? Comme vous avez pu le remarquer, ce dossier comporte 6 questions, sera noté sur 60 points, avec une répartition en points en fonction des questions. Vous auriez normalement 20 minutes pour répondre à l'ensemble de ce questionnaire. Nous allons donc partir du principe que vous y avez répondu et commencer immédiatement la correction. À la question numéro 1, quels éléments de votre interrogatoire vous font évoquer un syndrome ulcéreux? La réponse attendue était la douleur. Le syndrome ulcéreux repose sur la douleur. Il s'agit donc d'un diagnostic syndromique qui vous est donné ici, qui vous est demandé ici. C'est un exercice un peu particulier, on n'en a pas trop l'habitude, mais je vous rappelle que, d'une façon générale, le raisonnement médical est toujours le même. Il faut systématiquement lire votre dossier ou interroger votre patient, examiner votre patient, recueillir les données des examens complémentaires qui vont former les différents symptômes et donc vous permettre de faire un relevé sémiologique précis du patient. Ensuite, regrouper ces différents symptômes dans un syndrome qui va vous permettre de poser un diagnostic syndromique. Et au terme du recueil des différents syndromes, vous pourrez évoquer un certain nombre de diagnostics étiologiques précis. Ce raisonnement devra toujours être le même, et finalement, un des rôles de ce dossier, c'est de revoir ce raisonnement. Exercice un peu particulier dans ce dossier, c'est que l'on ne vous donnait pas les différents éléments symptomatiques du syndrome ulcéreux qu'il vous faut connaître et donc retrouver. Nous poursuivons. Donc, ce syndrome ulcéreux repose sur la douleur. Cette douleur, il faut la spécifier selon les critères habituels de spécification de la douleur. D'abord son siège, c'est une douleur de siège épigastrique. Deuxième élément, qui n'irradie pas, ce qui fait une grande différence avec les autres douleurs épigastriques, notamment d'origine biliaire ou pancréatique, qui vont présenter des irradiations qui sont spécifiques pour la douleur pancréatique, à savoir une irradiation transfixiante dans le dos en coup de poignard, ou pour la douleur biliaire, une irradiation scapulaire homolatérale ou en hémiceinture. Troisième élément, elle est améliorée par les repas, et effectivement, cette notion de douleur améliorée par les repas est fondamentale dans le syndrome ulcéreux.
Quatrième élément, elle est aggravée par le jeûne, ce qui explique souvent que cette douleur va survenir de façon nocturne, entraînant un réveil en deuxième partie de nuit, pour la bonne raison, je vous le rappelle, que en deuxième partie de nuit, il n'y a plus de tamponnement gastrique, et à ce moment-là, il existe un pic acide expliquant le réveil et l'augmentation de la douleur. Quatrième point, elle est améliorée par la prise d'alcalin, et d'une façon générale, en interrogeant les patients, vous apprendrez qu'il a calmé sa douleur en prenant un médicament type Malox, par exemple, qui est un antiacide, qui est délivré dans le commerce facilement. Enfin, la douleur est le plus souvent considérée comme très intense par le patient. Dernier élément, elle est présentée comme une douleur à type de crampe ou de brûlure. Question numéro 2. Quelles complications du syndrome ulcéreux ont été éliminées? Précisées par quels résultats cliniques? Eh bien, il faut se souvenir que le syndrome ulcéreux peut se compliquer de 3 complications particulières, qui sont l'hémorragie, donc le saignement, qui sont la sténose ulcéreuse et qui sont la perforation ulcéreuse, avec le risque de péritonite d'origine ulcéreuse. Il n'y a que ces 3 complications qu'il faut systématiquement connaître et rechercher cliniquement ou par des examens complémentaires relativement simples. La part de la clinique est extrêmement importante. Pour le saignement, eh bien, c'est la recherche systématiquement des signes anémiques, pâleur conjonctivale, bien évidemment les données, le pouls, l'attention à la recherche de troubles hémodynamiques, la pâleur conjonctivale dont on a parlé. Bien évidemment, à l'interrogatoire, on cherchera la notion d'hématémèse ou de méléna, et rôle essentiel du toucher rectal. Je vous rappelle que le toucher rectal fait partie intégrante de tout examen gastro-entérologique bien mené. On pourra enfin s'aider d'une numération qui permettra d'exclure une anémie microcytaire, mais cette numération n'est pas obligatoire, elle sera demandée en cas de doute. La sténose ulcéreuse, eh bien, on l'évoquera principalement s'il existe des signes occlusifs hauts. Les signes occlusifs hauts, c'est principalement des nausées, des vomissements, et je rajouterai un petit signe qui est le clapotage à jeun. Lorsque vous mobilisez le malade alors qu'il est a priori à jeun, vous allez remarquer que son estomac est plein, ce qui est un signe en faveur d'une sténose du bas de l'estomac ou du duodénum. Enfin, la perforation ulcéreuse qu'il convient de rechercher devant des signes péritonéaux, là encore, rôle du toucher rectal, et bien évidemment, en cas de doute, il conviendra de s'appuyer sur les données de l'ASP. Je vous rappelle que l'ASP en urgence doit comporter systématiquement 3 clichés, un cliché debout de face, un cliché couché de face et un cliché centré sur les coupoles, puisque c'est ce cliché centré sur les coupoles qui permettra, en retrouvant un pneumopéritoine sous la forme d'un croissant gazeux sushépatique, de poser le diagnostic de perforation d'organes creux. Je vous rappelle que le tableau de perforation ulcéreuse est très typique, puisque c'est une douleur épigastrique intense, souvent postprandiale précoce, irradiant rapidement à l'ensemble de l'abdomen, associé à des signes péritonéaux non septiques au début, donc sans fièvre, puis avec de la fièvre dans un deuxième temps, à peu près à partir de la 6e heure d'évolution. L'ASP, en retrouvant le pneumopéritoine et donc des signes en faveur d'une perforation d'un organe creux, orientera dans le contexte le diagnostic vers une perforation ulcéreuse. La 3e question était, devant ce syndrome ulcéreux typique non compliqué,
Dans le contexte de ce patient, donc un homme jeune, venant du pourtour de la Méditerranée, quel est votre diagnostic étiologique précis? J'attendais ici que vous répondiez très précisément qu'il s'agissait d'un ulcère, bien sûr, duodénal, et il faut ici se mouiller dans le site, et bien évidemment, dû à Helicobacter pylori. Je vous rappelle ici que la maladie ulcéreuse en 2007 est une maladie aiguë et une maladie infectieuse lorsqu'elle n'est pas liée à la prise d'un toxique pour l'estomac, à savoir AINS ou aspirine. Il faut oublier les vieilles questions d'internat où l'on vous parlait de l'ulcère de Cruvelier, de l'ulcère chronique. C'est le passé, ça n'existe plus. Vous serez aujourd'hui face à des maladies aiguës, éventuellement compliquées, et dans plus de 75% des cas, liées à un processus infectieux, à savoir une infection gastrique par l'Helicobacter pylori. Bien évidemment, le diagnostic d'ulcère était posé parce que c'est l'étiologie la plus classique du syndrome ulcéreux. Méfiance, les gastrites peuvent donner un tableau de syndrome ulcéreux plus ou moins typique. Le siège duodénal, c'est là aussi la localisation la plus fréquente chez un homme jeune ne prenant pas d'AINS. Enfin, l'Helicobacter pylori, c'est la cause la plus fréquente des ulcères duodénaux non liés aux AINS, et cette fréquence est accrue au pourtour de la Méditerranée actuellement. Ici, vous avez un petit schéma où l'on vous montre une ulcération puisque le plan musculaire n'est pas encore atteint. Le stade au-dessus sera l'atteinte de la musculeuse comme vous le voyez sur ce schéma et que vous retrouvez ici sur la coupe histologique correspondant à une pièce opératoire d'un patient opéré pour son ulcère. Question numéro 4. Quels examens complémentaires demandez-vous pour étayer votre hypothèse diagnostique? La réponse est relativement simple. Il s'agit d'une fibroscopie œsogastro-duodénale. Alors attention, tout le monde s'attend à cette réponse et il faut bien penser à mettre les mots-clés qui sont associés, principalement les biopsies, puisque c'est grâce à ces biopsies que l'on fera le diagnostic de la présence de l'Helicobacter pylori, antral et phindique. Après un contrôle de l'hémostase, ne pas oublier qu'il faut le spécifier lorsque vous faites des biopsies. Il est vrai que pour les biopsies gastriques, ce contrôle de l'hémostase n'est pas une obligation pratique. Je crois qu'il vaut mieux le mettre sur votre copie. Et dans tous les cas, pour ne pas l'oublier lorsque vous faites des biopsies plus importantes, pulmonaires ou hépatiques par exemple. La fibroscopie, rappelez-vous qu'elle doit être faite chez un patient prévenu, à jeun, éventuellement prémédiqué, c'est-à-dire sous anesthésie. L'intérêt de la fibroscopie œsogastro-duodénale, c'est principalement de permettre de visualiser l'ulcère et d'authentifier la localisation duodénale que vous aviez évoquée dans votre diagnostic. Les biopsies, elles, vont permettre de retrouver l'Helicobacter pylori et la coloration qui est faite est une coloration de Giemsa qui va permettre de retrouver l'Helicobacter pylori au sein des cryptes et dans le mucus. La nécessité de faire des biopsies antrales et phindiques est liée au fait que dans les infections chroniques par l'Helicobacter pylori, cet Helicobacter pylori, en raison de la diminution de l'acidité locale, a tendance à migrer vers le fundus et qu'on ne le retrouve pas fatalement au niveau de l'antre. Il faut savoir qu'en plus de retrouver la bactérie, on recherchera systématiquement une inflammation sous-muqueuse, qui est une inflammation lymphoplasmocytaire, avec souvent une monoclonalité de lymphocyte B dans cette inflammation. La question numéro 5. Ah, non, une petite image pour vous montrer quand même mon outil de travail, à savoir un fibroscope numérique ici, qui sont les fibroscopes actuellement
utilisé en pratique. Ici, vous avez une photo d'un ulcère duodénal. Là, vous avez un Helicobacter pylori. Et là, vous en avez plusieurs en bande, à plus fort grossissement. Ce qui est intéressant sur cette image est la présence de ces petits bâtonnets noirs au niveau du mucus, au fond des cryptes, qui correspondent à l'infection par Helicobacter pylori de la muqueuse antrale. Question numéro 5. Votre diagnostic étant retenu, énumérez vos propositions thérapeutiques. Bien évidemment, les règles d'hygiène sont toujours très importantes. L'arrêt du tabac. Je ne rentre pas dans le détail de l'arrêt du tabac chez un tabagique, mais il faut que vous ayez préparé éventuellement une conduite à tenir stéréotypée que vous ressortirez dans chaque dossier, à savoir arrêt du tabac, prise en charge spécialisée, prise en charge psychologique, aide pharmacologique si nécessaire. Les repas à heure fixe, évitez l'alcool bien sûr, car cela augmente les douleurs. Les AINS et l'aspirine doivent être proscrits et je pense que ce doit être marqué en toutes lettres dans la prise en charge thérapeutique de toute pathologie gastro-duodénale, sinon vous vous exposez au risque d'avoir peut-être un 0 à cette question. Traitement anti-ulcéreux, au jour d'aujourd'hui, le traitement anti-ulcéreux, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, ce que l'on appelle les IPP, et la tête de liste des IPP, au moins historiquement, c'est l'oméprazole, et il faut savoir que pour obtenir une cicatrisation complète d'un ulcère duodénal, il faut traiter par 21 jours d'oméprazole. À l'heure actuelle, il existe de nombreux IPP de familles pharmacologiques de DCI différentes. Il y a bien évidemment historiquement l'oméprazole qui est vendu sous le nom de Mopral, qui existe également sous forme génériquée, en gélule à 20 mg, 10 mg et en ampoule injectable à 40 mg, mais il existe beaucoup d'autres IPP. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le détail. Apprenez l'oméprazole, qui est un médicament facile à utiliser, qui ne présente pas de contre-indication particulière, qui en dehors de l'allergie bien évidemment, qui ne présente pas d'effets secondaires particuliers et qui peut même être utilisé chez la femme enceinte au dernier trimestre et chez l'enfant à dose adaptée. Donc apprenez l'oméprazole et laissez tomber les autres IPP, vous les apprendrez plus tard. Mais attention, je vous rappelle qu'il s'agit d'une maladie ulcéreuse, donc d'une maladie infectieuse, et il ne faut pas oublier de proposer le traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori selon le schéma classique. Il s'agit donc d'une trithérapie qui sera donnée pendant 7 jours. Vous devez connaître ce schéma par cœur, à savoir oméprazole, double dose, 20 mg matin et soir pendant 7 jours, plus amoxicilline, 1 g matin et soir en l'absence d'allergie, et dans ce cas-là, l'amoxicilline sera remplacée par le Flagyl à la dose de 500 mg matin et soir. Enfin, troisième médicament, la clarithromycine à la dose de 500 mg matin et soir, le tout pour une durée de 7 jours. Ce traitement est bien toléré dans la plupart des cas. Sixièmement et dernière question, proposez-vous dans le cadre de votre diagnostic une surveillance particulière? Si oui, laquelle? Je crois qu'il faut répondre oui, parce que ce patient devra être surveillé. Surveillé comment? Principalement cliniquement, et c'est de loin le mot-clé, car je crois qu'il faut dire que dans le cadre des ulcères duodénaux, notamment Helicobacter pylori, il n'y a pas de surveillance endoscopique.
Le seul cas où un ulcère duodénal devra être surveillé endoscopiquement, c'est dans le cas d'un ulcère compliqué, notamment hémorragique. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas nécessité de surveillance endoscopique des ulcères duodénaux, ce qui fait la différence avec les ulcères gastriques qui systématiquement feront l'objet d'une surveillance endoscopique. Bien évidemment, le dernier point est la surveillance de l'éradication, c'est-à-dire est-ce que le patient a été bien éradiqué avec ce traitement selon le schéma classique que nous avons vu, et c'est la place du test respiratoire ou breath test qui sera réalisé 1 mois après la fin du traitement. La surveillance clinique repose bien évidemment sur l'arrêt de la douleur qui est obtenu très rapidement avec les IPP, normalement en 24-48 heures, l'absence de complications secondaires et la bonne tolérance du traitement qui devront être surveillées au moins à la fin du traitement. Voilà pour ce dossier portant sur la maladie ulcéreuse. L'élément principal ici était de bien voir qu'il s'agissait dans sa présentation d'un dossier un peu atypique puisqu'il vous fallait retrouver les symptômes, arriver au diagnostic syndromique, puis faire le diagnostic étiologique et s'ensuivait la prise en charge habituelle. Notez bien les différents mots-clés liés au traitement de l'Helicobacter pylori. Et pour conclure, je terminerai sur un petit mot sur l'éradication de l'Helicobacter pylori. Il faut savoir que le schéma classique de la trithérapie que je vous ai proposé fonctionne actuellement dans à peu près 80% des cas, et d'où l'intérêt du test respiratoire qui permettra de vérifier cette éradication et éventuellement de proposer un traitement de deuxième intention. J'espère que nous nous reverrons plus tard pour un nouveau dossier. Bonsoir.